Salut les chimistes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un oral blanc de TIPE qui est présenté par l'une de mes étudiantes, ou plutôt probablement au moment où je publie cette vidéo, ancienne étudiante, Lali, qui va vous parler du coup de la vanilline. Bref, je rappelle avant que vous regardiez la vidéo que ceci est un oral blanc, ça veut dire que c'est un oral d'entraînement et que par définition, il n'est pas parfait, d'accord? C'est le reflet de beaucoup de travail mais sur lequel on est encore en train d'effectuer des corrections. Donc vous allez voir d'abord l'oral blanc présenté par Lali et ensuite, évidemment, une petite partie d'interaction, entretien, questions, corrections, etc. Voilà, je tiens à remercier Lali ainsi que mes autres étudiants qui se sont prêtés au jeu dans d'autres vidéos, pardon, parce que c'est vraiment pas évident déjà de faire un oral, parfois de le faire devant du monde, et en plus d'être filmé et d'accepter de partager un travail qu'on a fait qui n'est pas encore totalement finalisé sur une chaîne YouTube. Je trouve que voilà, c'est plutôt généreux et courageux. Donc bien évidemment, on vous invite à interagir avec nous dans les commentaires, mais toujours avec bienveillance, comme c'est systématiquement le cas sur cette chaîne. Voilà, je vais pas faire plus de blabla, donc je vous laisse avec Lali. Bonne vidéo. Bonjour, donc je vais vous présenter mon TIPE sur la vanilline que j'ai effectué tout au long de cette année avec ma camarade Laura Mini. Donc la vanilline, c'est l'arôme de la vanille qu'on trouve dans les gousses de vanille, dans la vanille. Donc on s'est renseigné et on a trouvé que la vanille était majoritairement produite à Madagascar ou en Indonésie ou au Mexique. Sauf qu'aujourd'hui, la consommation, les plus gros consommateurs de vanille se trouvent en Europe et aux États-Unis. Ça pose donc quelques problèmes dus à l'importation. Ça pollue énormément et c'est un enjeu majeur de notre siècle de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc on s'est demandé comment répondre à la demande croissante en vanilline tout en garantissant quand même une quantité suffisante d'arômes dans les produits parce que la demande croît de plus en plus aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de l'extraction de la vanilline directement à partir d'une gousse de vanille. Donc on a fait plusieurs extractions. Ensuite, on a essayé de synthétiser de la vanilline à partir de l'eugénol. Et enfin, parler des résultats de ma camarade afin d'aider à répondre à la problématique. Donc dans un premier temps, on a fait une extraction à froid de la vanilline. C'est-à-dire qu'on a mélangé des morceaux de gousse de vanille dans de l'eau distillée qu'on a mélangé. Après, on a réalisé des extractions liquides-liquides et on a fait des lavages pour à la fin arriver à l'huile essentielle de vanille qui contenait la vanilline. Donc ça a été notre première expérience. Ensuite, on a trouvé une autre technique d'extraction de la vanilline qui est cette fois une extraction à chaud et qui est l'hydrodistillation. Donc l'hydrodistillation, ça repose... donc c'est un principe où on mélange deux composés de l'eau et un composé non miscible à l'eau, donc ici la vanilline. Dans les vapeurs contiennent la vanilline et en passant dans le réfrigérant, l'huile essentielle se reliquéfie et dans le distillat, du coup, on obtient l'huile essentielle de vanille qui contient la vanilline. Donc ensuite, on a fait des contrôles de pureté sur les produits qu'on a obtenus par chromatographie sur couche mince. Donc on voit tout de suite grâce à cette chromatographie que l'hydrodistillation est une technique beaucoup plus sélective que l'extraction à froid parce qu'on remarque plusieurs impuretés sur l'extraction à froid alors que la chromatographie ne permet de détecter aucune impureté sur l'hydrodistillation. Donc on était satisfaite parce qu'on s'est quand même rendu compte que même si on avait des impuretés dans l'extraction à froid, on avait de la vanilline à chaque fois. Donc c'était un bon point. On a ensuite voulu continuer les études sur l'huile essentielle de vanille. Et donc on a réalisé sur l'huile essentielle de vanille obtenue par hydrodistillation surtout. Et du coup on a réalisé d'autres lavages afin d'extraire uniquement la vanilline de l'huile essentielle. Seulement après avoir passé notre produit à l'évaporateur rotatif, on ne trouvait aucune masse de vanilline dans notre ballon. Donc on s'est dit que c'était sûrement dû au fait qu'il y avait quand même très peu de vanilline dans la vanille et que du coup les masses attendues étaient très très faibles et que peut-être l'imprécision, on avait une balance qui n'était précise qu'au dixième et que donc cette imprécision ne nous permettait pas de voir tout ce qu'on avait obtenu. Du coup,
Ensuite, on s'est rendu compte, en continuant nos recherches, que 1 kg de vanille, 1 kg de vanille importée coûtait environ 500 €, tandis que 1 kg d'arôme synthétisé de vanilline coûtait uniquement 10 €. Donc on s'est intéressé à la synthèse de la vanilline grâce à l'eugénol. Donc l'eugénol, c'est ce qu'on trouve dans l'huile essentielle de clou de girofle, et c'est ce qui donne son goût, et voilà. Donc c'est une synthèse qui était en 4 étapes. Donc on partait de l'eugénol que l'on extrait par hydrodistillation aussi. Ensuite on réalise une isomérisation et on passe à l'isoeugénol. Donc l'isomérisation, c'est juste le fait que la double liaison change de place. Après on arrive à l'acétate d'isoeugénol, voilà. Et ensuite on fait une oxydation pour arriver à l'acétate de vanilline. Et enfin on déprotège le groupement hydroxy pour arriver à la vanilline. Le groupement hydroxy qui avait été protégé à la deuxième étape. Donc dans un premier temps, on a extrait l'eugénol du clou de girofle, encore c'est une fois par hydrodistillation. Donc ça marche exactement comme je l'ai expliqué précédemment. Cette fois, on avait le diagramme binaire de l'eau eugénol. Donc on remarque bien que normalement l'eugénol se vaporise à 254 degrés. Nous, on travaille du coup à la température de l'hétéroazéotrope. Et donc au fur et à mesure de nos expériences, on a vu que c'était à 96 degrés. Ce qui permettait d'avoir de l'eugénol plus facilement. Donc c'est ce qu'on a obtenu. Pour le rendement, j'attendais une masse de 1,1 g et j'ai seulement obtenu 0,3. Donc ça me faisait un rendement de 28%. C'était très faible et ça ne me satisfaisait pas. Mais ça peut s'expliquer par le fait que durant nos créneaux de TIPE, on n'avait pas assez de temps pour laisser tourner l'hydrodistillation trop longtemps. Et on aurait eu sûrement un meilleur rendement si on avait pu laisser tourner l'hydrodistillation plusieurs heures. Ce qu'on n'avait pas la capacité de faire pendant notre année. Cependant, j'ai quand même caractérisé du coup les produits que j'avais obtenus. Donc, premièrement, par une chromatographie. Donc, on remarque qu'on a bien les taches d'eugénol qui correspondent. Donc, c'était assez satisfaisant. La chromatographie ne permettait pas de révéler d'impuretés. Cependant, elle aurait pu être montée beaucoup plus haut. Et elle n'était pas assez exploitée, utilisée. On a ensuite voulu continuer la caractérisation pour être bien sûr qu'il n'y avait pas d'impuretés qui n'étaient pas révélées par la chromatographie. On a donc envoyé une partie de notre produit à l'NCA7 pour avoir le spectre RMN. Donc c'est ce qu'on a obtenu. Donc on nous a envoyé ce spectre RMN et je l'ai analysé et j'ai retrouvé la structure de l'eugénol sans impureté. Du coup c'était satisfaisant. Et j'ai continué donc après mon travail avec l'eugénol. Donc la deuxième étape de la synthèse, c'était donc de faire une isomérisation de l'eugénol en isoeugénol, ce qui se fait très simplement grâce à un ajout d'une base. Donc moi j'ai utilisé de la potasse. Ensuite j'ai continué en faisant un montage à reflux pour obtenir l'acétate d'isoeugénol. Donc cette étape, de passer de l'isoeugénol à l'acétate d'isoeugénol, elle permettait de protéger le groupement hydroxy en le transformant en ester, parce que par la suite on devait oxyder la chaîne carbonée pour avoir un aldéhyde. Et donc si on ne protège pas le groupement hydroxy, il va s'oxyder aussi et du coup on n'aura pas la vanilline souhaitée à la fin. Donc j'ai eu quelques problèmes avec cette étape parce qu'à la fin j'étais censée obtenir des cristaux. Malheureusement, après avoir mis mon produit dans un bain de glace, les cristaux ne se sont jamais formés. Alors je me suis dit que c'était sûrement dû au fait que j'avais très peu d'eugénol car le rendement de l'hydrodistillation avait été très mauvais. Et du coup, les cristaux étaient peut-être solubilisés dans le produit directement. Donc j'ai quand même essayé de caractériser le produit que j'avais obtenu en réalisant encore une chromatographie sur couche mince. Donc là, je l'ai fait en utilisant, donc j'ai mon produit brut et j'ai comparé avec l'eugénol et l'isoeugénol parce que j'avais pas d'acétate d'isoeugénol au labo. Et on se rend compte que j'ai quand même une petite tache en haut de la chromatographie. Donc ça veut dire que j'ai quand même réussi à produire l'acétate d'isoeugénol. Enfin, ou en tout cas, j'ai
j'ai sûrement produit l'acétate d'isoeugénol. Cependant, la masse obtenue à la fin était trop faible et j'ai pas pu continuer ma synthèse à la fin, surtout que j'avais pas les cristaux qui s'étaient formés et que j'ai pas réussi à faire cristalliser l'acétate d'isoeugénol. Cependant, après, ce que j'aurais continué à faire, c'est donc l'acétate d'isoeugénol, on aurait dû oxyder la chaîne carbonée en acétate de vanilline pour former l'aldéhyde. Et enfin, j'aurais déprotégé le groupement hydroxy en faisant une hydrolyse acide de l'acétate de vanilline. Enfin, pendant tout ce temps, on a cherché quand même à comprendre quelle quantité de sucre était nécessaire dans les de vanilline était nécessaire dans les sucres vanillés pour avoir un goût et un arôme qualitatif. Donc ma camarade a réalisé une courbe d'absorbance des sucres et elle a cherché comme ça à extraire la masse de ces sucres. Les industriels annonçaient une masse comprise entre 0,2 et 1 mg pour 1 g de sucre. Donc elle a calculé les masses obtenues et donc au début on s'est dit que c'était un peu embêtant parce que la première ne rentrait pas dans l'intervalle, mais après le calcul d'incertitude on s'est rendu compte que c'était bon et que du coup tous les sucres analysés rentraient dans l'intervalle attendu et donné par les industriels. Donc c'était satisfaisant. Donc en conclusion, si on fait une comparaison entre l'arôme extrait et synthétique, parce que l'arôme extrait est quand même beaucoup plus cher que l'arôme synthétique et donc moins abordable, il est cependant quand même beaucoup plus facile à obtenir parce que même si à la fin de notre hydrodistillation on n'avait pas eu de rendement, on se rend bien compte qu'à l'échelle industrielle, les hydrodistillations peuvent tourner beaucoup plus longtemps et avec des masses beaucoup plus importantes et que donc à la fin on réussit quand même à obtenir une quantité suffisante d'arôme de vanilline. L'arôme synthétique pour sa part est beaucoup moins coûteux, mais c'est pareil, il demande plus d'étapes pour l'obtenir, logiquement. Et on se dit aussi que pareil, en industrie, ça aurait été plus facile de l'avoir parce qu'on aurait pu laisser tourner les hydrodistillations plus longtemps pour obtenir plus de génol et donc après continuer la synthèse plus facilement et avec des masses suffisantes pour arriver jusqu'au bout. Donc l'échelle des expériences a été donc un gros problème pour notre TIPE. Après avoir fait des recherches, on s'est aussi rendu compte que la vanilline peut s'obtenir aussi avec d'autres composants que le clou de girofle. Donc nous on s'est concentré sur le clou de girofle, mais on peut aussi l'obtenir avec du riz ou de la sciure de bois, ce qui aurait pu être intéressant à étudier dans des temps futurs, comme pour essayer de recycler de la sciure de bois et pour en faire de la vanilline. Donc c'est sur quoi on aurait pu se concentrer si on avait continué notre TIPE dans les futures semaines. Merci de m'avoir écouté. Ok, merci Lali. On a un petit problème de temps. Ah. T'as regardé l'heure ou pas? Pas du tout. Et 12 minutes 30, je vais venir à côté de toi pour te poser des questions. Eh oui, t'as été un peu vite là. Oui. Ok, bon, c'est plus sympa que tu sois pas toute seule devant la caméra pendant que je te pose des questions. Du coup, je vais commencer par ça. Déjà, est-ce que tu peux me dire, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, la réalisation de ce TIPE? Ça m'a apporté beaucoup d'expérience déjà en chimie parce que j'avais pas passé autant de temps à faire des expériences par moi-même et à chercher des protocoles et à faire des expériences qui finalement marchaient pas trop et qu'il fallait recommencer et tout. Donc j'ai un peu compris du coup mieux ce que c'était que la recherche, même si c'était à échelle très réduite et que c'était pas Ouais, de la recherche à l'échelle de l'étudiant. Mais... Oui, voilà. Ok, et oui, c'est différent du TP, ça c'est clair. Maintenant, si on prend le génol et l'acétate de génol, d'après toi, qui est censé migrer le plus sur une plaque chromatographique? Du coup, le génol est censé migrer moins parce qu'il est plus polaire protique que l'acétate d'isoeugénol. S'il est plus polaire protique, il fait plus de liaisons avec la silice et du coup il migre moins. Ok. Il migre moins, donc on doit imaginer qu'il existe un éluant qui nous permettrait de faire migrer l'acétate de génol au-dessus de l'eugénol. Oui. Ok. Je pense que du coup, c'est une critique plus intéressante à faire, tu vois, sur cette diapo. Peut-être de le dire d'entrée de jeu, dire bon là j'ai mis acétate de génol, mais en réalité on a 3 tâches au même rapport frontal.
je ne peux pas distinguer si c'est de l'eugénol ou de l'acétate de génol. Ces deux molécules, il te reste du temps en plus, tu vois, au niveau du groupement phénol et du groupement ester ont une différence en termes de proticité, donc a priori ça devrait être jouable de trouver un éluant peut-être où on voit la séparation. Ok. Ça te va? Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle méthode de révélation tu as utilisée pour tes chromatos sur couche pince et m'expliquer un peu comment ça marche? J'ai utilisé la révélation à l'iode. C'est une cuve avec de l'iode dedans et on doit mettre la chromatographie. Et donc c'est parce que l'iode oxyde les composants qui se trouvent sur la plaque et du coup la couleur se révèle après un certain temps passé dans la cuve. Est-ce que maintenant je vais parler de l'hydrodistillation, est-ce que tu peux me citer un ou plusieurs avantages de cette technique d'extraction? Mais du coup on n'est pas obligé de travailler aux températures d'ébullition, de vaporisation des composés comme le génol. Donc on travaille à une température beaucoup plus basse, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Et oui, plus basse que quoi en fait? Parce que le génol, c'est vachement haut, c'est 250 et des bananes. Oui, 254. Et toi, quand ta température d'extraction? Elle est en dessous de 100 degrés, ouais. Elle est à 96. Voilà, ce qu'on voit du coup sur le diagramme binaire en fait. Ok. Bon, et sinon c'était bien le TIPE? Oui, ça va, c'était sympa. Ça va, ok. Bah merci Lali. On va finir les corrections mais en off, donc okay. Tu peux couper le micro.